Buenos días. Buenos días, muy bienvenidos a la Cátedra Abierta de la Universidad de Portales, un espacio en homenaje al escritor Roberto Bolaño. Este año cumplimos 10 años recibiendo escritores, pensadores de distintas partes del mundo. Este año hemos tenido la fortuna, al igual que en otros años también, de recibir más de un escritor de Francia. En esta oportunidad es Antoine Compagnon. Él es nuestra segunda visita a este país este año. Y por supuesto nosotros tenemos la obligación de agradecer a la generosidad y la participación del Instituto Cultural Francés. Siempre nos han apoyado desde un inicio, así que ellos también cumplen estos 10 años junto a nosotros. Hoy día le hemos pedido a Ricardo Martínez que haga de presentador. Ricardo Martínez viene del área de la lingüística y también de la literatura en la Escuela de Literatura de la Universidad de Portales. Él es profesor hace mucho tiempo, se hace cargo de los cursos de lingüística, pero también ha ofrecido cursos en una variedad muy amplia de temas y cada vez que los ofrece estos cursos se llenan. Es un profesor muy querido por sus alumnos. Él es doctor en lingüística por la Universidad Católica de Valparaíso, tiene un magíster en estudios cognitivos y también licenciado en lengua y literatura hispánica, ambos por las Universidades de Chile. Se ha desempeñado como investigador del Centro de Estudios Cognitivos, ha coordinado también la extensión del Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile y hace clases, como dije, en esta universidad, también en otras, como la Adolfo Ibáñez, la Alberto Hurtado, la Finisterra, Andrés Bello, tanto en pregrado como magíster. Y también es autor de libros de ensayo, de divulgación, entre ellos está el publicado del año 2015, se llama The Libro, Tercera Cultura, y también el año pasado el libro Mal Educados. Dejo con ustedes a Ricardo Martínez. Gracias. Me corresponde esta mañana de octubre presentar en nuestra Cátedra Abierta UDP en homenaje a Roberto Bolaño a Antoine Compagnon, catedrático de literatura francesa en la Sorbonne, en la Columbia University de Nueva York, y profesor titular de literatura francesa moderna y contemporánea, historia, crítica y teoría en el Collège de France. Y quiero compartiendo algo que algunas y algunos de quienes estamos acá poseemos como una experiencia común. Antoine Compagnon nació en Bruselas en 1950 y en los años 70 ingresó al Collège de France como estudiante, hechos que rememora en su lección inaugural de literatura francesa moderna y contemporánea en el mismo Collège de France que fue leído en noviembre del 2006. El profesor Compagnon recuerda que ese primer día, acurrucado en el último banco, escuché a un hombrecito que tenía el aspecto de un frágil pájaro. Explicaba minuciosa y ceremoniosamente un soneto de Dubélé, como yo no había visto hacer nunca ni imaginado que pudiera hacerse. Pronto supe su nombre. Acababa de escuchar, invitado por Claude Lévi-Strauss, a Roman Jakobson, el inmenso lingüista y teórico de la poesía que ha recorrido todo el siglo XX, desde Moscú hasta Praga y más tarde Nueva York y Harvard. El profesor Compagnon comparte en dicho volumen, titulado en castellano con la pregunta ¿para qué sirve la literatura?, que en aquel lugar asistió asimismo al curso de Michel Foucault el año que impartió Vigilar y Castigar, a la lección inaugural de Roland Barthes y también a las alocuciones de Julia Kristeva, que luego dirigiría su tesis. En otro de sus libros, traducido al castellano, El demonio de la teoría, el profesor Compagnon inicia su texto indicando que los estudios literarios franceses, hasta entrados los años 60, no disponían de nada como los desarrollos del formalismo ruso, el Círculo de Praga o la nueva crítica estadounidense, que de pronto surgieron todos estos nombres que he mencionado más arriba, y esto es lo curioso que quiero compartir como experiencia esta mañana. Para quienes nos formamos en literatura a lo largo del último medio siglo en Chile, los nombres, las teorías, los modelos o antimodelos
Las aproximaciones francesas fueron la base de nuestra educación. Desde que en Chile se empezara a considerar la teoría literaria como un campo de investigación y de estudio significativo dentro de las humanidades, obra entre otros de autores como Félix Martínez Bonatti o Océo Milgoich, la escuela o las escuelas francesas estuvieron siempre en la vanguardia de nuestras estanterías. El estructuralismo, la semiología, la narratología, las diversas aproximaciones a las poéticas creadas por el ingenio humanista francés ocupaban gran parte de nuestras veladas y de nuestras trasnoches de estudio. Las bibliotecas de nuestras universidades y los anaqueles de nuestras librerías especializadas siguen albergando hasta el día de hoy volúmenes y volúmenes de teoría literaria francesa. Y en el ejercicio de revisar nuestras publicaciones académicas, aquellas alojadas en cielo, podemos seguir observando de qué manera y sobre todo con qué intensidad dicha vanguardia ha penetrado en la manera como nos aproximamos a los fenómenos literarios en Chile. Antoine Compañón rescata en los dos libros suyos que he mencionado un retrato profundo, sistemático y de proyección del alcance y el significado de dicho avance, no solo desde la erudición y una claridad notable, sino que desde el relato del testigo en primera persona. Pero hay más. En su dilatada carrera para exponer los conocimientos de los estudios de la literatura, el profesor Compañón ha acercado estos estudios a quienes no necesariamente se encuentran instalados en los salones de ella. En Un verano con Montaigne, nuestro profesor circunvala e ingresa a la lectura del ensayista por medio de pequeños textos autónomos que van cubriendo las diferentes aristas de la existencia que abordaban aquellos ensayos. Se trata de una lectura guiada que permite a la lectora o el lector profundizar en Montaigne haciendo las preguntas adecuadas, sopesando el valor y la importancia de sus reflexiones sobre los más variados ámbitos, como el compromiso, la conversación, las pesadillas o los médicos. El origen de esta última obra de nuestro profesor se encuentra en un programa radial emitido en 2012, con una audiencia no especializada en mente y donde las preguntas parecen ser más importantes que las respuestas. Este es quizás el aspecto de su obra que más poderosamente ha llamado mi atención, el volver a hacerse preguntas. Y con estas preguntas volver a los clásicos o no tan clásicos. Por ejemplo, una de sus obras, también traducida al castellano, más celebrada, Los antimodernos, se inicia justamente con una pregunta: ¿quiénes son los antimodernos? Y responde el profesor Compañón con solo apellidos de autores que se inician con B: Balzac, Baudelaire, Breton, Vatel, Blanchot, Barthes. Y despliega a continuación un contraste entre modernidad y antemodernidad, en tensión polar, que nos recuerda ese tipo de lectura de tesis, antítesis y síntesis de la cultura literaria moderna a la que hemos sido tan fieles también desde Chile, desde las lecturas de Octavio Paz o Marshall Berman. Y aunque tras la revisión de todas esas obras mencionadas, uno queda con la impresión de que el conocimiento de la experiencia cultural de Antoine Compañón son abrumadores, una cita de ¿para qué sirve la literatura? Aliviana dicho peso y conforta. Cito: no pueden imaginarse cuánto le falta a mi formación humanista, todo lo que no he leído, todo lo que no sé, ya que en la disciplina para la que me han elegido soy prácticamente un autodidacta. Y sin embargo, enseño literatura desde hace más de 30 años y he hecho de ello mi profesión. Mas he enseñado siempre, como continuaría siendo aquí, aquello que no sabía. He tomado como pretexto los cursos que daba para leer aquello que todavía no había leído, para buscar hacia aprender, finalmente, aquello que ignoraba. Dudando de que fueran a aceptar mi proyecto de cátedra y mi candidatura, me preguntaba: ¿no se darán cuenta de mi error, de su error? Pero a continuación rectificaba, pensando que un profesor seguro de sí, un profesor que lo supiese todo, antes de investigar, sería el verdadero impostor. No se trata entonces de un autor, un erudito, un especialista en humanidades letradas que considere que dispone de todas las respuestas, sino que alguien que plantea insistentemente a lo largo de todos estos volúmenes el ojo inicial de quien vuelve a hacerse las preguntas básicas y de sentido común. Quiero por eso terminar con una última cita al profesor Compañón, alojada al interior del demonio de la teoría, que creo que refleja de modo fiel esto que he intentado expresar esta mañana en esta presentación. Cito: cuando entré en sexto en el pequeño liceo Condorcet, nuestro viejo profesor de latín francés, que era también alcalde de su pueblo en Bretaña, nos preguntaba cada vez que leíamos un texto de nuestra antología: ¿cómo entiende usted ese pasaje? ¿Qué ha querido decirnos el autor? ¿Qué excelencias tiene el verso o la prosa? ¿Dónde reside la originalidad de la visión del autor? ¿Qué lección podemos sacar de todo esto? Durante un tiempo se pensó que la teoría literaria
había barrido una vez por todas estas obsesivas preguntas. Pero las respuestas pasan mientras que las preguntas permanecen. Y las preguntas siguen siendo aproximadamente las mismas. Hay algunas que se siguen planteando generación tras generación. Se planteaban antes de la teoría, se plantean ya antes de la historia literaria y se plantean todavía después de la teoría y de manera casi idéntica. Agradezco esta mañana el poder haber hecho esta presentación y los invito a escuchar al profesor Compañón para todo lo que nos tenga que decir o preguntar. Gracias. Bonjour et merci de votre accueil. C'est donc la première fois que je viens au Chili, à Santiago, et je vous remercie de m'avoir donné une ville nouvelle, parce que une ville, pour moi, c'est à peu près la même chose qu'un livre. Quand je découvre une ville et que je marche dans une ville, ce que j'ai fait pendant 2 heures ce matin avant de venir ici, je pense que c'est à peu près la même expérience que nous avons lorsque nous ouvrons les premières pages d'un livre et que nous sommes égarés, que nous sommes dans un monde inconnu avec lequel peu à peu nous nous familiarisons. Vous vous souvenez peut-être des premières pages de La Recherche du temps perdu de Proust, où le narrateur se réveille pendant la nuit et ne sait plus où il se trouve, ne sait pas où il se trouve, dans laquelle des chambres qu'il a occupées au cours de sa vie, il est désorienté. Et cette désorientation, c'est l'expérience que nous avons lorsque nous ouvrons un livre, c'est l'expérience que nous avons lorsque nous débarquons dans une ville nouvelle et peu à peu nous prenons des repères. Alors, moi, c'est une expérience que j'aime beaucoup, celle d'être perdu, égaré, dans les villes comme dans la littérature. Et c'est une expérience, je crois, dont certains peuvent avoir peur. Si des gens ont peur des livres, ont peur de la littérature, c'est sans doute parce qu'ils ont peur de se perdre et qu'ils ne savent pas s'ils se retrouveront. On m'avait demandé de parler de la notion de littérature. Alors, j'en ai déjà beaucoup parlé de cette notion de littérature, en particulier dans ce livre, Le démon de la théorie, qui a été traduit en espagnol à Barcelone par quelqu'un dont nous venons de parler, puisque je me suis rendu compte que nous étions plusieurs à le connaître, un grand éditeur, un grand auteur décédé récemment qui s'appelait Jaime Valcorba. Donc c'est chez lui que ce démon de la théorie a été traduit il y a déjà quelque temps. Et puis aussi ma leçon inaugurale du Collège de France qui est intitulée en espagnol « Para qué sirve la literatura ?» Alors je me suis dit qu'il fallait que j'aille un peu au-delà de ce qui était déjà dans le démon de la théorie et de ce qui était déjà dans ma leçon inaugurale qui a une bonne douzaine d'années. Et j'ai pensé que ça pouvait me conduire à une réflexion sur la place de la littérature dans le monde numérique. Qu'est-ce que le monde numérique dans lequel nous vivons, auquel nous ne pouvons pas échapper, me semble-t-il, qui est devenu notre milieu naturel, avec plus ou moins de bonheur, que change-t-il à la littérature, à notre rapport à la littérature, et j'ai envie de dire, comme lecteur, comme chercheur, comme écrivain, tous ces aspects. Ce monde numérique, on peut dire, je crois d'abord que c'est un monde de la destruction créatrice. C'est l'expression qui vient de l'économiste Schumpeter pour décrire l'entreprise capitaliste, et c'est un phénomène qui est exacerbé dans le monde numérique où, pour ainsi dire, si l'on n'innove pas à tout instant, on meurt.
hein. Si l'on ne produit pas de nouveaux produits, hein, si l'on ne fabrique pas, si l'on ne distribue pas, et l'on peut faire la longue liste des entreprises qui ont disparu, des noms qui ont disparu. Hein. Nokia, qui n'a pas réussi à faire le tournant du téléphone intelligent, BlackBerry, qui est également disparu, Yahoo, qui n'a pas réussi à faire le tournant. C'est un monde de la destruction créatrice exacerbée. C'est un monde dans lequel l'on est condamné à innover à un rythme accéléré depuis cette entrée dans le monde numérique. Il y a, pour moi, pour nous, quelques 30 ou 40 ans. Je dirais que nous y sommes entrés, oui, pleinement, vers le milieu des années 1980. Le premier ordinateur portable que j'ai acheté, c'était en 1985. Bon, c'est évidemment une date dont on se souvient parce que c'est une transformation majeure du rapport. Je sais que le dernier article que j'ai écrit à la main, c'est en 1985. C'est quelque chose dont on se souvient. Aujourd'hui, bien sûr, je serais incapable d'écrire un article à la main. Comme je me souviens du premier stylo à billes que j'ai vu en 1955. L'histoire des instruments d'écriture n'est pas indifférente à la manière dont on écrit et dont on conçoit la littérature. Donc, il y a eu un renouvellement incessant. Bien sûr, c'est un phénomène que l'on connaît aussi dans la littérature et dans les arts. C'est celui qu'un certain nombre de grands écrivains du XIXe siècle observaient après la Révolution française et surtout après la Révolution industrielle. Bon, j'ai beaucoup écrit sur Baudelaire. Baudelaire, comme on le sait, est l'inventeur de cette notion de modernité pour désigner déjà cette transformation du monde et déjà ce phénomène de l'obsolescence. L'obsolescence qui fait que la mode doit constamment se renouveler. C'est cela dont Baudelaire nous parlait et la révolution industrielle n'a fait que rendre ce phénomène de plus en plus rapide avec une culture du nouveau, un impératif catégorique du nouveau comme définition de l'activité humaine, l'activité économique, l'activité sociale, l'activité politique, l'activité industrielle. Ce sont des notions qui viennent des arts et métiers, comme on disait, mais aussi dans les beaux-arts et les belles-lettres qui ont été entraînés dans ce mouvement d'accélération des choses. Or, nous devons sans doute nous rappeler que très longtemps, c'est l'imitation qui a été la règle dans les beaux-arts et les belles-lettres, et non pas l'innovation. Ou alors l'innovation dans un sens très différent de ce que l'on entend à partir du XIXe siècle. Pensez dans l'histoire de la littérature française à cette immense querelle qui a occupé le XVIIe siècle, la querelle des anciens et des modernes. Les anciens qui assuraient qu'il fallait imiter les modèles de l'Antiquité, Racine imitant les tragiques grecs, et les modernes à la manière de Perrault, pensant qu'il fallait aller vers des sujets modernes. Et déjà, on a affaire à un premier et étrange paradoxe, c'est que ce sont les anciens
que la postérité a reconnus comme des maîtres, et non pas les modernes. La postérité à ceux qui défendaient l'imitation à l'âge classique, par une sorte de pli curieux. Et ensuite, il y a évidemment ce couple qui s'instaure de l'imitation et de l'originalité, la volonté d'être original, qui n'était certainement pas celle des anciens parmi les classiques, qui justement ont été reconnus par la suite comme les originaux. Et on a ce mot d'ordre moderne, qui n'est donc pas tout à fait récent, qui est ce « make it new ». Il faut absolument faire du nouveau. Est-ce qu'on peut faire une équation entre l'originalité et l'innovation? Il me semble que non. Et pendant très longtemps, on a eu dans les beaux-arts et dans les belles-lettres une notion d'originalité qui n'était pas liée à l'innovation. L'originalité, c'était une petite chose qui faisait bouger le socle de l'imitation. Il n'y avait pas d'invention radicale, il y avait des nouvelles combinaisons. L'originalité, c'est une nouvelle combinaison d'éléments qui sont déjà présents. Pendant très longtemps, le génie est défini comme une nouvelle combinatoire d'éléments vieux comme le monde. L'invention, c'est l'imitation originale, ce n'est pas l'innovation. Inventer, c'est combiner autrement des éléments qui ont été combinés depuis toujours. C'est la variation. C'est la variation. Et puis, évidemment, nous sommes entrés dans un monde où certains ont pu dire qu'une superstition était née, cette superstition du nouveau. Je cite par exemple Valéry, penseur du XXe siècle, de l'entre-deux-guerres français, grand écrivain, qui écrivait, mais il résume tout ce mouvement, le nouveau qui est cependant le périssable par essence, est pour nous une qualité si éminente que son absence nous corrompt toutes les autres et que sa présence les remplace. Sans le nouveau, nous ne sommes plus, nous, modernes, capables d'apprécier une originalité. Sa présence, dit-il, c'est là où est la superstition, remplacerait les autres qualités. Et il poursuit, à peine de nullité, de mépris et d'ennui, nous nous contraignons d'être toujours plus avancés dans les arts, dans les mœurs, dans la politique et dans les idées, et nous sommes formés à ne plus priser que l'étonnement et l'effet instantané de choc. Donc cette nécessité d'aller toujours de l'avant dans les arts et les lettres, d'aller toujours de l'avant pour valoriser étonnement et choc. Alors bien sûr, lorsque Valéry dit tout cela, c'est un peu une paraphrase de Baudelaire, là aussi, de la définition de la modernité par le choc, lorsque Baudelaire disait « le beau est toujours bizarre ». Il faut, pour qu'il y ait du beau, du bizarre, et le bizarre, eh bien c'est le choc, c'est une certaine violence, ce sont des termes qui conduisent à l'idée que, comme dit Valéry, si on identifie le beau au nouveau, au choc, eh bien il est périssable, et l'idée moderne par excellence, qui est celle que
l'art du passé meurt comme la mode. L'art du passé disparaît, n'est plus de l'art. Dans la recherche du temps perdu de Proust, il y a un personnage qui représente ce point de vue sur l'art, et bon, qui est un personnage un peu ridicule. C'est la jeune marquise de Cambremer, et elle pense que l'art d'aujourd'hui évacue l'art d'hier. Et par exemple, Proust, au fond, la décrit comme une snob, un snobisme du nouveau. Elle pense que le musicien d'aujourd'hui élimine le musicien du passé. Et par exemple, que après Wagner, on ne peut plus apprécier Chopin. Et puis, le narrateur de La Recherche du temps perdu, qui est un peu pervers, lui dit « Ah oui, mais Debussy aime beaucoup Chopin. » Alors si Debussy aime Chopin, alors que Chopin a été évacué par Wagner, eh bien, ça la trouble. Et alors, ça continue comme ça, et elle lui dit après l'impressionnisme, comment peut-on apprécier cette vieille barbe de Poussin? Et le narrateur lui dit « Ah oui, mais Degas aime beaucoup Poussin. » Et alors elle dit « Ah, il faudra que je retourne au Louvre pour voir les Poussins, pour voir si les Poussins ont encore de la valeur malgré l'impressionnisme, puisque Degas les retrouve. » Donc Proust est très sensible à cette position qui consiste à juger que l'art du présent élimine l'art du passé, qu'il n'y a qu'une nouveauté temporaire et que l'invention est affectée par l'obsolescence. Alors il y a un grand danger de cette notion de... Enfin, ce que Proust veut ridiculiser, c'est cette notion de progrès appliqué aux arts et aux lettres sur le modèle du progrès industriel. Alors, bien sûr, il y a des petites inventions. Il y a des petites inventions qui sont de l'ordre de ce que je disais, la variation. Puis il y a de grandes inventions qui sont véritablement des instaurations. Et c'est ça que je crois qu'on peut appeler de véritables innovations. Il y a des nouveautés qui sont de l'ordre de la mode, et puis il y a des nouveautés qui sont véritablement instauratrices d'un mouvement durable. Il y a des inventions qui font date. Et puis, ensuite, sur ces inventions, on vit pendant un certain temps. On pourrait dire que c'est un petit peu la même chose qui se passe dans les techniques. L'invention du moteur à explosion, eh bien, c'est une invention qui dure toujours. Et puis ensuite, on a inventé le moteur diesel. Et puis aujourd'hui, on invente les voitures électriques, les voitures hybrides électriques. Mais vous voyez que c'est un mouvement qui est très différent de celui du renouvellement chaque année des carrosseries des voitures. En gros, elles auront eu le même moteur pendant très très longtemps, et il n'y a que 2 ou 3 grandes inventions dans les moteurs de voitures. Eh bien, on pourrait dire que c'est un petit peu la même chose dans les arts, qu'il n'y a pas d'invention tous les jours, tous les ans, mais qu'il y a néanmoins un certain nombre de grandes inventions, de grandes innovations qui bouleversent. Et bien sûr, c'est à ça que je pense quand je m'interroge sur les rapports de la littérature et de la révolution numérique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. On emploie ce mot de
révolution numérique et on nous dit souvent que c'est la troisième révolution industrielle. La première révolution industrielle, c'est celle du moteur à explosion, du mécanisme. La seconde révolution industrielle, c'est celle de l'électricité et aussi de la chimie. À la fin du XIXe siècle, eh bien, on en serait à la troisième, dont on dit aussi que peut-être elle n'est pas industrielle, puisqu'elle correspond plutôt à une désindustrialisation du monde. Alors on débat beaucoup de l'effet de cette révolution numérique, de cette troisième révolution industrielle, et on s'interroge, c'est l'interrogation de beaucoup d'économistes depuis quelques années, sur l'absence de gains de productivité produits par la révolution numérique. La révolution numérique n'a pas, contrairement aux deux premières révolutions industrielles, provoqué de gains de productivité. C'est pourquoi nous dit-on, nous sommes entrés dans une croissance lente, dans une croissance qui est mondiale, dans une croissance mondiale qui durablement sera lente. Vous savez que tous les économistes sont perplexes devant cette absence de gains de productivité causée par la troisième révolution industrielle. Ils se l'expliquent mal, ils ne se l'expliquent pas. Quand on pense à ce qui s'est produit avec les deux premières et aux bouleversements qui ont suivi, il est très mystérieux que la troisième révolution industrielle n'augmente pas la croissance mondiale. Bon, il y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites, mais le constat, lui, est là. Peut-être certains disent-ils, c'est parce qu'on mesure mal la croissance, mais en tout cas, telle qu'on la mesure, il n'y a pas de sérieuse amélioration. Pensez à une activité qui nous est commune, qui est l'enseignement. Est-ce que la révolution numérique a produit des gains de productivité dans l'enseignement? Elle a produit certainement des coûts supérieurs. Mais au fond, pour apprendre à lire à un enfant, il faut autant de temps que chez les Grecs. Pour apprendre à compter à un enfant, il faut autant de temps que dans l'Antiquité. On n'a pas amélioré la productivité de l'enseignement, ni dans l'enseignement primaire, ni dans l'enseignement secondaire, ni, je crois, dans l'enseignement supérieur. Si on prend moins de temps pour enseigner, eh bien la qualité est moindre. Les professeurs, c'est comme les coiffeurs. Les coiffeurs, s'ils vont plus vite, eh bien, on en sort avec les cheveux mal coupés. Et il y a toute une série d'activités pour lesquelles il n'y a pas de gain de productivité. Comme vous savez, le résultat, c'est que les salaires de ces gens-là doivent baisser, puisqu'il n'y a pas de gain de productivité. Les salaires des coiffeurs, comme les salaires des professeurs. Mais c'est une chose assez mystérieuse que cette absence de gain de productivité. Et je peux dire que toutes les prothèses numériques dont je suis entouré, eh bien peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup changé ma vie de professeur. Je crois qu'il n'en est pas tout à fait de même de ma vie de chercheur. Ma vie de chercheur a connu d'immenses gains de productivité depuis mon entrée dans le monde numérique. Je peux travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. J'ai accès
à toute la Bibliothèque nationale à toute heure du jour et de la nuit, et que je sois à Santiago ou que je sois à Tokyo. C'est pareil, j'ai accès à la Bibliothèque universelle. Là, il y a eu un immense gain de productivité. Et comme j'évoquais tout à l'heure le traitement de texte dans lequel nous sommes entrés depuis les années 1980, comment a-t-il changé la littérature? Il n'y a pas très longtemps, j'entendais Philippe Solers, grand écrivain de l'avant-garde française, de la dernière avant-garde française, qui disait à la radio, à France Culture, que si on écrivait à l'ordinateur, ce n'était pas de la littérature. Si on utilisait le traitement de texte, eh bien, il y avait une incompatibilité avec la littérature. Pour que ce soit de la littérature, il fallait continuer à écrire avec un stylo et du papier. Il y a des gens qui soutiennent ce point de vue, qu'il ne peut pas y avoir de littérature au traitement de texte. En revanche, le grand poète Yves Bonnefoy, qui est mort l'an dernier à un peu plus de 90 ans, chaque fois qu'on lui envoyait un message électronique, il répondait dans la minute, parce qu'il était toujours assis derrière son ordinateur. Il était peut-être un addict de l'ordinateur, mais dans la dernière période de sa vie, jusqu'à sa mort en juin 2016, toute son œuvre, toute sa poésie a été écrite à l'ordinateur. L'un de mes éditeurs à Paris, Pierre Nora, éditeur chez Gallimard, me disait il n'y a pas très longtemps, que quand il recevait un manuscrit d'auteur, il savait tout de suite s'il avait été écrit à l'ordinateur. Il le reniflait et il voyait si c'était écrit à l'ordinateur, parce qu'il disait que si c'était écrit à l'ordinateur, c'était informe. L'ordinateur, le traitement de texte, si vous voulez, comme opérateur d'informe. Parce qu'au traitement de texte, on le sait, on peut toujours, gonfler, introduire des développements n'importe où et n'importe quand, et le texte devient de ce fait complètement boursouflé. Le traitement de texte produit des textes boursouflés. Bon, moi, je lui ai répondu, quand il m'a tenu cet argument, qu'il y avait des textes boursouflés avant l'ordinateur, que les textes informes avaient toujours existé, et que les deux plus grands écrivains sur lesquels j'ai travaillé, et qui sont pour moi parmi les deux plus grands écrivains français, c'est-à-dire Montaigne et Proust, ont écrit des textes informes et boursouflés. Montaigne n'a jamais cessé d'ajouter dans les marges de ses essais des développements, des marginalia qui transforment la structure logique, la structure argumentative des textes, si bien que dans un essai de Montaigne, on est souvent complètement perdu, parce que s'il y avait un argument initial, les amplifications et les additions qui sont un peu partout dans le chapitre des essais ont fait disparaître, ont éliminé cette structure, cette forme qui pouvait avoir existé. Et je dirais que c'est la même chose chez Proust. Proust est célèbre pour ses paperoles, les paperoles de son manuscrit, les paperoles qu'on déroule qui parfois peuvent faire 3 mètres. Et dans ces 3 mètres, on a perdu la structure narrative, s'il y en avait une. Autrement dit, les textes monstrueux, il y en a toujours eu, et les textes monstrueux sont parfois les plus grands textes de la littérature. On pourrait dire que
Montaigne avait déjà inventé le traitement de texte. Montaigne avait inventé l'ordinateur. Proust avait inventé l'ordinateur. L'ordinateur, c'est juste un objet technique, mais on peut dire que Turing avait inventé l'ordinateur quand l'électronique ne suivait pas encore. Hein, c'est un état d'esprit. Donc il y a là tout de même un débat récent sur les possibilités introduites dans ce monde numérique pour la littérature, pour l'enseignement, pour la recherche, qui ont des conséquences très importantes. Au fond, à chaque innovation technique, on a soutenu que c'était la fin de la littérature. À chaque transformation technique, c'était comme si la littérature allait mourir. Dans un travail que j'ai fait récemment sur un tout autre sujet, je me suis intéressé à l'invention de la plume de fer. L'invention de la plume de fer est une très belle invention technologique. Ça ne va pas de soi de faire des plumes de fer. C'est un brevet qui a été déposé en 1830 par un Anglais, Perry. Ça faisait très longtemps qu'on cherchait à faire des plumes de fer parce que la plume d'oie, il faut tout le temps la tailler. C'est pas très pratique. En Europe occidentale, en France, en Angleterre, on importait beaucoup de plumes d'oie de Russie parce qu'on n'en produisait pas assez. C'était coûteux, et depuis longtemps, on cherchait à remplacer la plume d'oie par la plume de fer. La plume de fer, c'est un très bon acier qu'il faut pour produire de la plume de fer. C'est un acier qui doit être laminé de manière extrêmement précise. Et lorsque la plume de fer s'est introduite en 1830 et s'est répandue très très vite, en Angleterre comme en France, parce que c'est le moment où l'éducation se développe, à partir de 1830, au fond, l'un des catalyseurs de la démocratisation de l'école, c'est l'invention de la plume de fer, dont le prix a chuté très rapidement. Que s'est-il produit à ce moment-là? Eh bien, quasi tous les écrivains ont refusé la plume de fer. Tous, en 1830. Victor Hugo, qui est mort en 1885, n'est jamais passé à la plume de fer. La plume de fer, c'était bon pour les comptables, pas pour les écrivains. Flaubert, sur sa table de travail, il avait un vase avec 200 plumes d'oie pour écrire Madame Bovary, l'éducation sentimentale. Et Flaubert disait que sa richesse, c'était ses 200 plumes d'oie. Flaubert, qui s'identifiait à l'homme-plume. Mais l'homme-plume, c'était la plume d'oie. Un jour que Flaubert va dans un café, alors dans un café du boulevard, il doit écrire un petit bout de papier, une note pour un rendez-vous à sa nièce, et on lui donne du papier et une plume de fer dans un café. Il écrit son mot, il gribouille son mot, et il écrit en bas « Merde pour la plume de fer ». Merde pour la plume de fer. Voilà l'attitude des écrivains à l'égard de la plume de fer. Baudelaire n'écrit jamais à la plume de fer. Et il y a aussi un mot à sa mère où il dit « Tout ça c'est mal écrit, c'est gribouillé, c'est à cause de la plume de fer ». Aucun de nos grands écrivains ne s'est converti à la plume de fer, sauf un seul. Quel est l'écrivain qui a écrit à la plume de fer au XIXe siècle de tous les écrivains français? Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, c'est de la littérature industrielle. Voilà la littérature industrielle. Et avec la plume de fer, on va beaucoup plus vite pour écrire qu'avec la plume d'oie. Et il y a, après 1830, des tas
d'articles sur le fait que la plume de fer, ce sera la mort de la littérature. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on n'aura plus le temps de penser en taillant sa plume. La littérature est morte, vous le voyez, très souvent. Ensuite, après la plume de fer, il y a eu le stylo à réservoir. Donc on n'a même plus le temps de penser lorsqu'on trempe sa plume dans le réservoir. Puis ensuite, il y a eu la machine à écrire. La machine à écrire, c'est la mort de la littérature parce que là, ça va encore plus vite. C'est Hemingway ou les premiers qui écrivent à la machine à écrire. Hein. On ne pense plus, on tape. Et voilà le traitement de texte. Vous voyez qu'il entre dans une longue série de ces innovations techniques qui annoncent la fin de la littérature. Je vous cite un texte de 1836 sur la plume de fer. La plume de fer, c'est la honte, c'est le déshonneur, c'est le fléau des sociétés modernes. Enfin, je vous le dis, le monde ne mourra ni par la vapeur, le moteur à explosion, ni par le gaz hydrogène, les ballons, ni par les ballons, ni par les chartes constitutionnelles, donc ni par la démocratie, ni par les chemins de fer. Le monde mourra par la plume de fer. Le monde mourra par la plume de fer. Vous savez qu'il y a un grand fragment de Baudelaire qui s'appelle « Le monde va finir ». Le monde va finir à cause de la plume de fer. Ben écoutez, il a survécu à la plume de fer et je crois que la littérature, malgré ce que dit Philippe Solers, elle survivra au traitement de texte. Mais il y a là une réflexion à mener sur les rapports de la littérature et de l'innovation. Là aussi, il y a une surprise de ces dernières années dans le développement des rapports de la littérature et du monde numérique. C'est, comment dire, l'extrême rapidité initiale des ventes de livres numériques et puis le plateau qui a été atteint il y a quelques années. Le livre numérique, alors je ne sais pas quelle est la situation en espagnol et en Amérique latine, et vous me le direz, mais aux États-Unis, où le livre numérique s'est d'abord répandu très rapidement, eh bien, il s'est développé à partir en gros, il a commencé en 2008 avec une croissance très très rapide, et puis il a atteint un plateau en 2014 avec à peu près 20% du marché. Aux États-Unis, le livre numérique, c'est 20% du marché. Mais depuis 2014, ça n'augmente plus. Et ça baisse au contraire. Ça baisse. 2015-2016, ça a baissé de 10% en 2015 et de 10% en 2016. Donc on n'en est plus à 20%, mais on doit en être à peu près 16%. Alors là aussi, c'est une grande surprise. Pourquoi le livre numérique ne se développe plus ? En France, alors les données sont complètement différentes. En France, on en est actuellement à peu près 6 à 7% du chiffre d'affaires de l'édition dans le livre numérique. Donc en gros, 3 fois moins qu'aux États-Unis. Et là aussi, c'est une sorte de plateau. Ça n'augmente plus. Alors bien sûr, ce 20% ou ce 6% du livre numérique cache aussi de grandes disparités. Il y a des secteurs où c'est plus de 50%. Pour le droit, pour la médecine, c'est largement plus de 50%. Pour les éditeurs professionnels, mais pour la littérature générale, pour le roman, pour la littérature, c'est donc de l'ordre, en France, aujourd'hui, de 3 à 4% seulement. Et ça n'augmente pas beaucoup.
Alors là aussi, il faut réfléchir en termes un peu longs, parce que certains nous disent que le livre numérique, c'est la fin de la lecture, c'est la fin de la littérature. Et là aussi, ça rappelle des débats qui ont eu lieu il y a longtemps. On a déjà dit que la fin de la culture, je me souviens, quand j'étais adolescent, au milieu des années 60, j'appartiens à une génération qui est celle du livre de poche. Lorsque j'ai eu à peu près 15 ans, soudain, il y a eu une explosion du livre de poche. Tout était disponible en livre de poche. Si j'ai un peu de culture, peut-être pas beaucoup, comme vous rappeliez, c'est grâce au livre de poche, à cette immense démocratisation de la culture qu'a été le livre de poche. En France, le livre de poche a vraiment explosé avec les débuts de ce qu'on a appelé la société de consommation, donc dans les années 60. Et là aussi, il y a un certain nombre d'années, pour un travail que je faisais, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un immense débat dans ces années 60 et que la plupart des intellectuels étaient hostiles au livre de poche. La plupart des intellectuels ont condamné le livre de poche. Le livre de poche, c'est une culture de poche, une culture mineure. Le livre de poche, c'est une culture jetable. Tous les intellectuels ont dit, autour de 1965, lorsque j'avais 15 ans, que les livres de poche, on les jetterait, après les avoir lus, comme les journaux, comme les Kleenex, comme le livre de poche est né et s'est développé en France en même temps que le Kleenex, le briquet jetable et le rasoir jetable. Ces 4 inventions contemporaines ont été assimilées par les intellectuels, et il y a un numéro des temps modernes de 1965 sur le livre de poche. Tout le monde est hostile au livre de poche, en disant que c'est la fin. C'est la fin, qu'on ne lira pas un livre de poche comme on lisait un vrai livre, un livre traditionnel, que la grande culture ne peut passer que par le beau livre. Dans le numéro des temps modernes sur le livre de poche, il y a un seul intellectuel qui est favorable au livre de poche. Qui est-ce? Comme celui qui était favorable à la plume de fer. C'est Sartre. Sartre, qui est heureux qu'on lise huis clos, que les jeunes lisent huis clos. C'est le moment où de l'explosion étudiante, 1965. C'est ça qui explique aussi l'explosion du livre de poche. Sartre, c'est le seul qui se réjouisse que le livre de poche existe et qui, au fond, est assez indifférent au fait qu'on le jette après l'avoir lu. Enfin, Sartre dit tout de même qu'il préfère ce qui se passe dans les usines soviétiques, où il y a des bibliothèques. Mais, mis à part cette digression, disons qu'il est le seul défenseur du livre de poche. Et le paradoxe, c'est que les jeunes des années 60 ont tous conservé leur livre de poche précieusement, avec leur belle couverture colorée, et j'ai encore chez moi les livres de poche dans lesquels j'ai découvert et Proust, et Gide, et Malraux, et les auteurs américains, et toute la littérature. Nous ne les avons pas jetés, et je pense que ça doit nous mener à réfléchir sur ce que représente la lecture numérique et à être très prudent, à ne pas condamner la lecture numérique, tout en acceptant que la lecture numérique soit évidemment très différente de ce qu'était la lecture du livre traditionnel. Je pense que ce que j'appelais ce plateau
du livre numérique en anglais ou en français s'explique aussi par un certain conservatisme des lecteurs. Nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, des lecteurs hybrides. Nous lisons des livres traditionnels et nous lisons des livres numériques. C'est pas ce qui se passe avec la musique ou avec la télévision. Avec la musique ou à la télévision, nous avons massivement basculé dans le streaming, ce qu'on appelle le streaming. Mais le modèle de Netflix ou le modèle de Pandora n'a pas pris dans la librairie pour le moment, et le plateau qui est atteint par le livre numérique semble montrer que ce n'est pas le chemin qui est emprunté. On peut faire d'autres hypothèses sur ce plateau, mais il me semble que ce que cela signifie, en tout cas c'est l'hypothèse que je fais, c'est que pour les gros lecteurs, les vrais lecteurs, le livre tel que nous le connaissons depuis la Renaissance, reste un objet parfait, reste un objet idéal qui contient dans ce parallélépipède de papier très économique dans son format, qui contient beaucoup de signes pour un prix qui reste modéré et dans un objet que nous pouvons tenir entre nos mains et caresser. Pensez à un de ces volumes de la collection de la Pléiade en France. C'est un volume qui, pour le nombre de signes qu'il contient, coûte en vérité très peu cher, si on le compare à peu près à tout le reste de l'édition. Ça a l'air d'un gros investissement, un volume de la Pléiade, mais ramené au prix par signe, c'est pas plus cher qu'un livre de poche, une Pléiade. Donc le livre reste un objet assez parfait, et il est vrai que lire dans un livre physique, ce n'est pas la même chose que lire dans un livre numérique. J'évoquais il y a un moment, en introduction de mon propos, cette analogie entre le livre et la ville, entre le livre et l'espace. Le livre de papier, c'est un espace qu'on habite, c'est un espace dans lequel on circule, c'est par exemple un espace dans lequel on sait beaucoup mieux où l'on se trouve dans l'épaisseur du volume que dans le livre numérique. Dans le livre numérique, on ne sait jamais où on en est. La semaine dernière, il m'est arrivé une expérience qui m'a fait penser à ça. Je prenais un avion lundi dernier. C'était lundi dernier. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui ne lit plus jamais un journal sous forme papier. Ça ne m'arrive pratiquement plus. Je pense que nous sommes nombreux. C'est une autre question, celle du journal. Nous sommes nombreux à ne pratiquement plus lire de journal sous forme papier. Et je prenais l'avion, donc j'ai pris, parce qu'il était gratuit, là, j'ai pris un exemplaire du New York Times. Et je commençais à l'ouvrir, et je me suis aperçu que dans cet exemplaire du New York Times, tous les articles qui m'intéressaient, je les avais déjà lus 24 heures ou même 48 heures avant dans le New York Times numérique, auquel je suis abonné. Donc dans le New York Times papier, il n'y avait aucune plus-value par rapport au New York Times numérique. C'est ce qui explique que les journaux ont beaucoup de mal à survivre, beaucoup plus que les livres. Le problème des journaux n'est pas le même que celui des livres. Mais l'autre remarque intéressante que j'ai faite, c'est que j'avais lu un article sous forme numérique qui m'avait intéressé,
cet article qui m'avait intéressé, c'était un portrait du tueur de Las Vegas, du tueur de l'hôtel de Las Vegas. J'avais lu ce portrait qui m'avait intéressé dans la version numérique du New York Times. Et lorsque j'ai pris la version papier, j'ai vu que cet article faisait plus d'une page du New York Times, occupait plus d'une page de la version papier. Et je me suis dit, si je l'avais vu dans la version papier, je ne l'aurais pas lu parce qu'il était trop long. Je ne l'aurais jamais commencé. Je n'aurais jamais commencé un article qui faisait plus d'une page dans la version papier. Mais dans la version numérique, j'ai lu les premières lignes, et comme on n'a pas idée du volume, de l'espace, et que l'article m'intéressait, je l'ai lu avec passion jusqu'au bout. Et le type d'expériences très différentes qui sont celles de la lecture et de cette connaissance ou non du volume ou de la longueur. Quand on lit le Monde, dans la version numérique du Monde, le journal Le Monde, auquel je suis aussi abonné, quand on a un article du Monde, il vous donne comme indication, avec l'article, le nombre de minutes que prendra la lecture. Alors, il y a un article, 4 minutes. 4 minutes, on lit. Mais si c'est un article 16 minutes, c'est beaucoup plus difficile de se lancer dans cette lecture. Vous voyez qu'il y a là des informations très importantes et qui modifient l'expérience de la lecture profondément. Mais, me semble-t-il, soyons très prudents dans nos réactions à la lecture et à l'écriture numérique en pensant à ce que disaient les écrivains sur la plume de fer au XIXe siècle et ce que disaient les intellectuels sur le livre de poche dans les années 60. La littérature et la lecture ont survécu à la plume de fer et au livre de poche, et je ne vois pas de raison pour qu'elles ne survivent pas au monde numérique dans lequel nous sommes, même si nous n'avons pas encore vu grand-chose, car la littérature n'a pas été encore beaucoup affectée par ce monde numérique. Nous n'avons pas vu, à part à la marge, mais vous me contredirez peut-être, de nouveaux genres ou de nouvelles formes. Il n'y a pas eu de profonde invention, au sens où je disais que ce sont véritablement des innovations d'une nouvelle discursivité. Qu'est-ce que c'est, les inventions dans la littérature ? Je me demande, justement, c'est la question qu'on pourrait se poser, si la littérature innove encore. Est-ce que la littérature innove encore ? Où est l'innovation ? C'est là, c'est un peu un rapport paradoxal. Nous sommes dans un monde où l'innovation est de plus en plus accélérée, l'obsolescence programmée, la destruction créatrice. Et là aussi, si je compare à ma jeunesse, aux années 60, aux années 70, c'était encore le temps des avant-gardes. Je citais Philippe Solers tout à l'heure, tel quel, qui maintenait la croyance qu'il fallait aller de l'avant. L'autre jour, je lisais les lettres que Nathalie Sarraute écrivait lors d'un voyage en Amérique dans les années 60. Elle était allée faire une tournée de conférences en Amérique, et Nathalie Sarraute, écrivain du nouveau roman, elle lisait voilà, la littérature m'apparaît comme une course de relais. Chacun prend le témoin des mains d'un écrivain qui l'a précédé. Conception de la littérature des années 60 était encore qu'il fallait aller plus loin que le précédent. Prend le témoin des mains d'un écrivain qui l'a précédé. Il n'est pas possible de revenir en arrière
ni même de rester sur place. Pas possible de revenir en arrière, ni même de rester sur place. C'était l'idée du nouveau roman, du nouveau roman des années 60, qui disait, après Balzac, il y a eu Flaubert, après Flaubert, il y a eu Proust, après Proust, il y a nous. Je me souviens de Rob Grillet, qui répétait dans chaque conférence qu'il faisait, il faisait toujours la même conférence, mais elle était très bien, et il disait que lorsque le nouveau roman avait été mal accueilli dans les années 50 par la critique, les critiques ont mal accueilli le nouveau roman parce qu'ils n'avaient pas encore lu Proust, parce qu'ils n'avaient pas assimilé Proust, et donc ils ne pouvaient pas comprendre le nouveau roman. L'idée que le nouveau roman prenait le relais après Proust, qu'il fallait avoir lu, compris, assimilé Proust pour apprécier Nathalie Sarraute. Et Nathalie Sarraute, c'est ce qu'elle dit dans L'ère du soupçon. Mais elle maintient qu'on peut encore lire Proust, Joyce, Virginia Woolf, puisque c'était cette trilogie qu'elle entendait dépasser, mais il fallait les dépasser. Il y avait ce but de dépasser le roman des précédents. Est-ce que la littérature est encore dans ce mouvement de dépassement, d'aller plus loin? J'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Alors que, sans doute, les arts plastiques le sont. Sans doute, la musique l'est encore. Mais la littérature. Et on peut se demander justement si les rapports de la littérature avec le numérique ne sont pas de l'ordre, d'un paradoxe, et que nous en sommes à des formes peut-être plus régressives de littérature. Qu'est-ce qu'on peut assimiler à des inventions techniques qui ont transformé la littérature? Parce qu'après tout, ce sont des inventions techniques qui ont transformé la littérature, des inventions formelles. Et ces inventions formelles qui ont transformé la littérature, on peut presque toujours leur assigner un nom. Presque comme s'il y avait un brevet. Qu'est-ce que c'est ces grandes inventions qui ont transformé la littérature moderne? Il n'y en a pas tellement. Il y a le poème en prose. Le poème en prose. Qui a inventé le poème en prose? Je crois qu'on peut dire à peu près Baudelaire. Avant lui, il y avait Aloysius Bertrand. Mais lorsqu'on pense au poème en prose, on l'identifie à Baudelaire. Non seulement parce qu'il l'a pratiqué, mais parce qu'il en a fait la théorie. Un inventeur, c'est celui qui non seulement introduit une pratique nouvelle, mais l'accompagne d'une réflexion théorique sur cette pratique, en pose la nécessité théorique. Baudelaire, il y a quelques poèmes en prose avant lui, mais il le théorise. Ensuite, on peut penser au vers libre. On peut sans doute associer la réflexion sur le vers libre au grand texte de Mallarmé, Crise de vers, qui est une polémique avec le vers libre. Mais voilà un texte polémique, un texte critique. Ensuite, on peut penser à l'écriture automatique des surréalistes et de Breton. Mais il n'y a pas tellement d'inventions qui ont transformé la littérature. Et dans le roman, si l'on pense à des inventions qui ont bouleversé la littérature moderne, je crois qu'on se tournera vers le monologue intérieur, le stream of consciousness. Et là aussi, c'est la même chose. Joyce ne l'a pas inventé, puisqu'il fait référence à Dujardin.
il y avait un livre, Les lauriers sont coupés, où il a vu le monologue intérieur, mais là aussi, il en a fait la théorie, il l'a systématisé. Joyce, Woolf. Bon, et puis, il y a sans doute ce mouvement de purification de la littérature. L'idée que, bon, lorsque Gide dit dans Les Faux monnayeurs qu'il faut aller vers le roman pur, lorsqu'on dit la poésie pure, le moderne, c'est la volonté de pureté, de purification. L'idée que less is more, comme disait Miss Van der Rohe en architecture. Donc il faut aller vers le moins. Le modernisme va vers le minimalisme. Or aujourd'hui, après qu'on est allé sans doute très loin dans la poésie pure, dans le roman pur, dans le nouveau roman, destruction de l'intrigue, destruction du personnage, destruction de l'auteur. Tout a été, au fond, déconstruit. La littérature en est à un point où, après toutes ces avant-gardes, peut-être qu'on n'a plus su que défaire, peut-être qu'il n'y avait plus rien à défaire, à déconstruire. Il y a aussi à considérer que cette littérature, dans ce mouvement moderne de déconstruction progressive, est une littérature difficile. La pureté et la modernité font l'éloge de la difficulté. Bon, quand on lit Proust, c'est pas si facile que ça de lire Proust. Les gens ont peur de lire Proust. Moi, je leur dis toujours qu'il faut le lire vite, justement. Vite. Et en riant, parce que c'est un livre drôle. Mais comme c'est un monument, ça fait peur. Joyce, c'est pas très facile. Qui a vraiment lu jusqu'au bout Finnegan's Wake? Levez la main, qui a lu jusqu'au bout Finnegan's Wake? C'est Virginia Woolf, c'est pas si facile que ça. Faulkner, c'est pas si facile que ça. Pour nous déjà, c'était pas facile. Pour des jeunes gens d'aujourd'hui, le nouveau roman, c'est dur. Solers à l'époque de l'avant-garde et de tel quel, il fallait vraiment s'accrocher pour le lire. Et c'est comme si on était sorti de ce mouvement de difficulté de la littérature. Et en ce moment, je suis en train je dois préparer une conversation que je vais avoir au Collège de France avec Vargas Llosa, qui vient au Collège de France dans quelques semaines. Donc j'ai beaucoup lu son œuvre ces 2 derniers mois. Et les premiers romans de Vargas Llosa, ce sont des romans difficiles, qui sont inscrits pleinement dans ce mouvement moderne. La cité et les chiens, la Ciudad de los Perros, c'est du Faulkner. C'est écrit à la manière de Faulkner, le récit est cassé, la Casa Verde, c'est pareil. Ce sont des romans difficiles. Et puis peu à peu, il simplifie le recours à ces techniques modernes. C'était des techniques, c'était des inventions techniques qui étaient là. L'exigence de difficulté moderne a été
mise de côté dans la littérature. Et je suis obligé de constater que pour quelqu'un comme moi, qui a été élevé dans le moderne, c'est déconcertant. Cela reste déconcertant. Peut-être qu'on était allé trop loin, mais on peut sans doute aussi observer que c'est un mouvement qui coïncide avec ce que Pierre Bourdieu appelait l'autonomisation de la littérature. La littérature a été autonome, l'art s'est autonomisé, comme disait Bourdieu. Le temps de l'innovation coïncide avec le temps de l'autonomisation. Et peut-être que la littérature a perdu cette autonomie, que nous ne sommes plus dans ce moment de l'autonomie de la littérature, et qu'elle a rejoint comment dire, le monde industriel, le monde numérique dans lequel nous vivons. Il y a une conséquence, je ne sais pas combien de temps je dois parler, j'ai peut-être trop parlé, mais j'arrête. Comment ? Il faut que j'arrête ? Non. Il y a... mais si vous ne me donnez pas de limite, j'en suis à la page 3 d'un texte qui en a 10, donc, donc il va mieux que j'arrête. Bon, je disais que dans ce mouvement qui était celui de l'autonomie de la littérature décrit par Sarraute, où il faut toujours, comme elle disait, prendre le relais des mains d'un écrivain qui l'a précédé. Pour prendre le relais des mains d'un écrivain qui vous a précédé, il faut l'avoir lu. Et c'est l'une des questions que je terminerai peut-être avec cette question, parce que quand on pense à la littérature et au monde numérique, pour moi c'est une question qui est fondamentalement celle de la lecture. Ce que Nathalie Sarraute nous disait, c'était qu'elle ne pouvait pas écrire sans avoir lu et assimilé et Balzac et Flaubert et Proust, etc. Et la question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est justement celle de savoir si ce dialogue de la littérature avec la littérature est encore à l'ordre du jour. Cette littérature qui se nourrit de littérature. L'une des questions qu'on peut se poser, c'est celle de savoir si les écrivains lisent encore. Si les écrivains lisent encore, parce que tout le monde lit moins. Nous lisons tous moins. Nous lisons tous moins. Et les écrivains ont beaucoup d'autres choses à faire que de lire. Pour désirer innover, il est indispensable d'avoir beaucoup lu. Mais je fais l'hypothèse que beaucoup d'écrivains, prenons l'exemple des écrivains français, beaucoup des écrivains français contemporains qui écrivent, qui publient, qui ont un relatif succès, n'ont lu ni Proust, ni Joyce, ni Nathalie Sarraute. Et c'est pourquoi ils ne dialoguent pas avec eux. Nous sommes sortis d'un mouvement où la littérature s'alimentait de littérature. Alors on pourrait sans doute penser qu'il y a des raisons qui sont économiques. Il y avait, encore du temps de mon adolescence, une demande sociale de ce que les écrivains avaient à dire de la littérature. Par exemple, dans tous ces livres de poche que j'évoquais tout à l'heure, il y avait toujours des préfaces.
des préfaces qui étaient faites par des écrivains contemporains. Et donc les écrivains contemporains, ils devaient écrire et sur Balzac, et sur Montaigne, et sur toute la littérature. Et puis il y avait une demande de la presse contemporaine, une demande de critique très, très intéressante, et c'était la critique qui faisait le lien entre, je dirais, la littérature du passé et la littérature qui est en train de se faire. Pensez à Gide ou à Proust, qui écrivent et qui contribuent dans la presse à ce mouvement qu'on pouvait appeler de la vie littéraire. Il y avait une vie littéraire où les écrivains écrivaient sur les écrivains du passé et les écrivains contemporains. Cette vie littéraire est beaucoup moins présente parce que la demande sociale n'est plus là. Donc c'est peut-être d'abord à la lecture qu'on doit penser. Mais je vais aller vite à ma conclusion en demandant donc si ce mouvement a atteint une certaine limite dans la transformation de la littérature. Il est certain que les écrivains que j'ai aimés, ceux sur lesquels j'ai travaillé, sur lesquels j'ai étudié, ceux que j'enseigne, ce sont des écrivains qui ont transformé la littérature. Montaigne, inventeur de l'essai, ce qu'on appelle essai, après tout, nous le lui devons. C'est lui qui a donné ce titre à son œuvre, qui ensuite est passé dans toutes les langues. Baudelaire, je l'ai dit, invention du poème en prose. Proust, invention de ce grand roman de la mémoire. Mais il faut ajouter que ces transformations de la littérature étaient également des transformations, j'ai envie de dire, de la subjectivité. Chacune de ces innovations techniques littéraires était aussi une transformation de l'homme. Montaigne a sans doute... Certains disent que Montaigne est à l'origine d'une certaine conception moderne de la subjectivité à travers les essais. Et qu'est-ce que c'est que cette conception moderne de la subjectivité? C'est le sujet comme lecteur. C'est en lisant que le sujet se construit à la manière de Montaigne. Donc ces inventions sont des inventions non seulement techniques, mais on pourrait dire psychologiques. Et depuis lors qu'il y a peu d'inventions, peut-être qu'il n'est plus possible d'inventer, ça veut dire que ce n'est peut-être pas la littérature qui définira la nouvelle subjectivité de l'homme numérique, de l'homme que nous sommes. Nous ne voyons pas le roman qui, à la manière de ses grandes œuvres, définira la subjectivité de notre temps. Donc, je terminerai là tout de même avec une note de prudence, puisque j'ai réclamé la prudence à propos de la plume ou de la lecture. Soyons conscients que l'innovation ne vient jamais où on l'attend. Donc si nous ne la voyons pas venir, si nous ne voyons pas ce qui transforme cette littérature, gardons la faculté d'être surpris par ce qui peut advenir. Merci. Et si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Me gustaría hacer una pregunta para comenzar. Me acuerdo que una vez vino un profesor árabe a Chile y nos contó una historia que aparecía en las Confesiones de San Agustín.
San Agustín decía que la primera persona que había visto él en su vida leyendo en voz baja, vale decir sin mover los labios, fue San Anselmo. Has mencionado muchas innovaciones en la escritura. ¿Podrías mencionar algunas nuevas sobre la lectura? Aparte, por supuesto, de el lector que se construye leyendo de Montaigne en el siglo XIX, así como está la prosa poética, el verso libre. ¿Qué innovaciones en la lectura has visto que sean comparables a eso o en realidad la lectura avanza incluso más lento? Oui, alors, vous faisiez allusion à un passage des Confessions de saint Augustin où il dit qu'il a vu, je crois que c'était Amboise, qui était l'évêque de Milan, lire silencieusement. Le choc de l'invention de la lecture silencieuse, c'est-à-dire de la lecture solitaire. Lecture silencieuse, ça veut dire solitaire, alors que la lecture était, jusque-là, et en tout cas pour Augustin, quelque chose de communautaire, de public. On lit à plusieurs. N'oublions pas que cette lecture publique, elle a continué très très longtemps. La lecture publique a continué jusqu'à la modernité, où le livre était rare et où on le lisait. Et la lecture publique, on l'aime toujours. J'ai un ami, un de mes collègues au Collège de France, qui a lu l'intégralité de la recherche du temps perdu à ses enfants pendant les dîners du soir, lorsque ses enfants étaient adolescents. Il leur a lu l'intégralité de la recherche. M'a-t-il avoué en sautant les pages sur Charles Luce et ses mœurs sexuelles, mais l'intégralité de la recherche. Et donc la lecture publique, ça existe toujours. La lecture moderne, c'est une lecture silencieuse, c'est une lecture solitaire, la lecture du XIXe siècle, et c'est pourquoi c'est une lecture dangereuse. N'oublions pas tout le discours du XIXe siècle sur les dangers de la lecture. Il y a les dangers de la plume de fer, il y a les dangers de la lecture. Après tout, Madame Bovary, si elle n'avait pas lu toute seule dans son coin, elle n'en serait pas morte. C'est parce qu'elle a lu toute seule dans son coin et que ça lui est monté à la tête que ça a mal tourné. Donc la lecture solitaire, c'est dangereux. Il n'y a aucun doute, et c'est une lecture moderne, c'est cette lecture identificatoire. Il y a tous ces textes du XIXe siècle sur l'intoxication par la lecture. La lecture, c'est une sorte de poison pour des hommes et surtout des femmes insuffisamment éduqués. C'est ça l'idée. Pour lire, pour vraiment savoir lire, il faut avoir une bonne éducation. Comme si la lecture sans éducation, c'était risqué et dangereux. C'est l'une des grandes innovations du XIXe siècle, que cette lecture solitaire, qui est déjà liée à un nouveau marché du livre. Mais il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur les transformations de la lecture dans notre expérience d'aujourd'hui, de la lecture numérique. J'en donnais quelques exemples avec qu'on ne se rende pas compte de la longueur des choses, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la lecture numérique, comment ça transforme la lecture de chacun d'entre nous. Je ne lis pas de la même façon que je lisais il y a 20 ans. C'est très très clair pour moi que je lis différemment. Donc si même ma lecture est affectée, que penser de la lecture des jeunes gens d'aujourd'hui qui n'ont pas la
culture du livre papier, du livre physique. Non, j'arrête sur ça parce qu'il y avait tellement de développement sur cette lecture numérique qu'il vaut mieux ne pas y entrer. Bon, oui, Antoine Compagnon, diriez-vous que je vais traduire ensuite, diriez-vous que la culture numérique aujourd'hui fait en sorte que la littérature perde sa prééminence dans le système culturel, qu'elle ne soit plus aussi importante qu'elle ne l'a été dans la formation, dans la culture de nos jours? Il est peut-être envisageable de penser que la culture, l'essentiel de la culture, ce sera peut-être YouTube ou d'autres moyens qui n'ont rien à voir avec la littérature ou sont très éloignés de la littérature. Qu'est-ce que vous en diriez? Le pregunto si piensa él que en la cultura numérica... hay una traducción, sí, perdón. Oui, la place de la littérature dans le monde numérique. Est-ce que la littérature est marginalisée dans le monde numérique ou non? C'est très difficile, c'est trop tôt pour le dire. Les remarques que je vous ai faites, c'est par exemple que le livre numérique ne progresse plus. Pourquoi le livre numérique ne progresse plus? Il y a des hypothèses, mais il n'y a rien de très convaincant. Alors, est-ce que c'est une phase et puis qui va continuer, qui va de nouveau se mettre à progresser? Après tout, nous n'en savons rien. Il est possible que s'il ne progresse pas, c'est tout simplement parce qu'il est trop cher. Il est trop cher pour ce qu'il est, le livre numérique. Le livre numérique, on ne l'achète pas, on le loue. On le loue. On peut pas le prêter, on ne peut pas le donner, on ne peut pas le léguer. Donc, si c'est vraiment pour une seule lecture, c'est cher, c'est trop cher. Moi, je me suis rendu compte que des livres que j'avais lus sous forme numérique, j'oubliais que je les avais lus. J'oubliais que je les avais lus. Alors on pourrait dire c'est parce que je vieillis et que j'oublie tout, mais les livres non numériques restent représentés pour moi spatialement. La mémoire est très spatiale et on a une représentation du livre qu'on a lu qui est spatiale, où se trouvent les pages, on peut retrouver dedans des pages. Le livre numérique, je l'oublie. Je ne sais plus si je l'ai lu ou si je ne l'ai pas lu. Je le commence et souvent j'oublie de le terminer parce qu'il n'y a pas l'objet qui est posé sur une table. J'oublie que je l'ai commencé, que je ne l'ai pas terminé. Et donc il y a une expérience de la lecture qui est très très différente. Est-ce que ça marginalise la littérature dans la culture? Difficile de le dire, elle est marginalisée par beaucoup d'autres phénomènes, mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir à la place de la lecture dans cet univers en transformation. Quisiera preguntar si también, además de la literatura de Virginia Woolf, de Joyce, los otros del monólogo interior, ¿no hay otra literatura que en cierto sentido prefigura la lectura que hoy hacen los jóvenes en sus computadoras, en sus ordenadores, más que en los libros digitales? Esa literatura que uno lee en la pantalla de su ordenador yéndose de un hipervínculo a otro. Había una literatura a comienzos del siglo XX que era la literatura del imaginismo, era una literatura del fragmento y es una literatura que se parece, digamos, la cosa que quería hacer, se parece un poco a lo que hoy se hace yéndose de un punto a otro y de un fragmento en otro y armando el fragmento. Entonces también en la literatura veo yo una especie de prefiguración
de una forma de lectura que es muy contemporánea y que nosotros, los que estamos hechos para entender los libros escritos, los beaux livres, verdaderamente estamos un poco al margen de esa literatura, pero que es un tema muy fascinante. Cómo se lee a través del hipervínculo y a través del salto, del fragmento y de la imagen instantánea. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est une thèse qui a souvent été soutenue que la littérature fragmentaire préfigurait l'hypermédialité, hein, l'hypermédia. Et je pense, par exemple, on fait souvent référence à un auteur comme Roland Barthes, en disant, eh bien, Roland Barthes, il est mort en 1980, donc il est mort juste avant ce basculement dans l'univers numérique. Et souvent, il y a des gens qui disent l'écriture de Barthes, d'une certaine manière, préfigure l'hypermédialité, par exemple les fragments d'un discours amoureux, la conception des fragments d'un discours amoureux, avec ces renvois, enfin, cette écriture fragmentaire, c'est... certains jeunes considéraient qu'il y avait une sorte de d'annonce. Oui, c'est vrai. Ça m'a toujours un peu déconcerté. Je vais vous raconter une anecdote pour vous répondre, parce que j'ai bien connu Barthes, on était assez bien liés. Barthes écrivait avec une machine à écrire mécanique, jusqu'à sa mort. Et un jour, il s'est acheté une machine à écrire électrique pour suivre le progrès technique. La machine à écrire électrique, c'est mieux que la machine à écrire mécanique, ça va plus vite, c'est plus productif. Et il n'a jamais réussi à la maîtriser. Et il me l'a donnée. Moi, j'ai écrit pendant plus de 10 ans avec la machine à écrire qu'il m'a donnée parce qu'il s'en débarrassait. Enfin, pour moi, c'était bien qu'il me la donne, mais pour lui, il s'en débarrassait parce qu'elle l'avait irrité. Quand il tapait sur les touches, ça partait en mitraillette et il ne la contrôlait pas. Alors, vous voyez, cette espèce de paradoxe. Cet homme dont on a fait le prophète de l'hypermédia, du numérique, mais qui en est resté à la plume d'oie, si vous voulez, par rapport à la plume de fer. À la plume d'oie par rapport à la plume de fer. Alors, c'est souvent qu'est-ce qu'il faut tirer de ce paradoxe qu'il ne pouvait pas passer à la machine à écrire électrique, mais qu'il préfigurait l'hypermédialité? Comme on dit en français, il faut parfois reculer pour mieux sauter. Reculer pour mieux sauter, un pas en arrière pour aller de l'avant. Peut-être. Mais c'est vrai que dans ces écritures fragmentaires, on peut trouver, mais je dirais en pensant que c'est tout de même un peu douteux. Et que Barthes aimait beaucoup les instruments d'écriture anciens. Et il a beaucoup écrit sur son choix du papier, son choix des stylos, son choix des crayons. Il était très, très obsessionnel d'instruments d'écriture démodés, si vous voulez. Mais avec des instruments d'écriture démodés, peut-être qu'on peut anticiper l'avenir. Je pensais plutôt à sa pensée, Ça, pas à sa pratique. oui, Sa pensée. à sa pensée. Et je pensais plutôt aussi à des écrivains comme Ezra Pound. Comme Ezra Pound. Oui. Alors, ce sont de différentes manières de penser. Oui. Oui. Les fragmenter les mondes. Oui. Fragmenter leur pensée. Oui, mais c'est dans le sens où j'ai suggéré, il y a un moment, que Montaigne ou Proust avaient inventé le traitement de texte. Hein. Ils écrivaient comme si le traitement de texte avait déjà été inventé, hein, en amplifiant un peu n'importe où dans leur texte. C'est la même idée. Oui. Yo tenía una pregunta, me interesó mucho la reflexión sobre la manera o la pregunta acerca de si la literatura será capaz o no de inventar nuevas formas de subjetividad.
y que quizás no. Y en ese sentido pensaba en una de las características más fuertes de la cultura digital, que consiste justamente en las redes sociales y la manera en que las redes sociales también configuran otros tipos de subjetividad. Y mi pregunta sería, ¿cuál sería la exigencia, según usted, que plantean estos grandes autores de la modernidad a las redes sociales? O sea, ¿cuál sería la mejor manera de escribir literatura desde las redes sociales, tomando en cuenta esa subjetividad moderna? Oui, c'est une remarque très pertinente et très intéressante. Si on soutient que dans la formation de la subjectivité moderne, ces grands auteurs ont compté, à partir d'une expérience de la lecture qu'ils ont faite et que nous faisons d'eux, et si nous ne le trouvons pas dans la littérature contemporaine, peut-être que c'est en effet dans les réseaux sociaux que se constituent ces subjectivités. Mais je n'ai pas d'exemple à vous donner, justement. Peut-être que c'est parce que je ne les connais pas, qu'ils existent, de littérature, notamment de romans, qui est exploitée. Cette nouvelle donnée de... Peut-être qu'il y en a, mais je ne le connais pas. Je ne peux pas vous citer l'exemple d'un livre qui soit en phase avec cette nouvelle donnée. N'oublions pas, les écrivains dont je parle étaient très au fait des techniques contemporaines. Et moi, j'aimerais bien avoir un roman qui, aujourd'hui, me parle du monde technique contemporain comme Proust parle du téléphone, qui était radicalement nouveau en son temps. Il y a des pages sur le téléphone dans la recherche du temps perdu qui sont, là aussi, sur la subjectivité dans le téléphone, puisque ce qu'il étudie dans le téléphone, c'est la séparation de la voix et du corps. Ces pages où, pour la première fois, il entend la voix de sa grand-mère à distance, au téléphone. Le téléphone est tout nouveau quand il écrit cette expérience de la subjectivité. J'aimerais bien trouver dans des romans quelque chose qui soit, je dirais, dans le même rapport avec les bouleversements de la subjectivité que provoquent réseaux sociaux, que provoquent toutes les expériences du monde numérique. Toutes les expériences. Elles sont petites, mais elles sont toujours troublantes, ces expériences du monde numérique. Elles sont troublantes et il faut réfléchir à leur sujet. Je vous donne un exemple. J'ai une montre connectée, une montre numérique. La première fois que j'ai fait une conférence avec cette montre, pendant tout le temps de ma conférence, mon bras a tremblé. Et je ne savais pas pourquoi. Et à la fin de la conférence, quelqu'un m'a dit « Mais ton bras, qu'est-ce que tu avais à ton bras ?» Et dans la salle, il y avait quelqu'un qui tweetait ce que je disais dans ma conférence. Et donc, toutes les 3 minutes, je recevais une impulsion. Et ça m'a beaucoup troublé. Ça veut dire qu'en même temps que je parlais, quelqu'un le diffusait ce que je disais. Alors maintenant, je sais qu'il vaut mieux, lorsqu'on fait une conférence, mettre son téléphone sur le mode avion pour couper ces deux êtres qui existent en même temps. Celui qui est là, qui fait une conférence, et celui qui est... Donc ce sont des expériences qui sont constantes dans le monde numérique que nous faisons. Mais j'aimerais bien un beau roman mais peut-être, vous avez raison, c'est pas dans le roman qu'on le trouvera.
Bueno, razón de la hora, vamos a tener que terminar aquí. Sin duda quedaron muchas preguntas sin responder, conversaciones todavía por ser resueltas o perseguidas. Los invito a acercarse aquí al autor o seguir conversando con ustedes. Y quisiera pedirles por favor un aplauso tanto para Ricardo Martínez como para Antoine Compañón. Muchas gracias por esta conversación.